Nous sommes une démocratie et une démocratie ne fonctionne qu'à la condition où il y a un contrat social entre les citoyens et les élites. Aujourd'hui, ce lien de confiance, il est cassé. C'est pour ça qu'on voit apparaître du populisme. Et après le populisme, c'est le fascisme. Pas de honte à être trans, au contraire, la diffamation, les insultes, les fake news, c'est le contraire de la démocratie. Et on tolère ça. Et il n'y a pas que les maires, il y a les médecins, les professeurs, etc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Politique, l'émission qui prend le temps de connaître une invitée pour décrypter avec elle son parcours, son engagement et sa personnalité au rythme de l'actualité. Notre invitée est née et a grandi dans le Nord, à Roubaix. En l'an 2000, elle s'installe à Tilloy-les-Marchiennes, un village de 500 habitants, entre Douai et Valenciennes, non loin de la frontière belge. Grands-parents ouvriers, éducation catholique, profession, ingénieur informatique. En 2019, à 54 ans, elle décide de changer de voie et se lance dans la course au municipal. Une campagne qui attire les médias parisiens dans la commune aux briques rouges à sa rencontre. En 2020, elle est la première femme transgenre élue maire en France. Je suis la première femme trans élue de la République. Voilà comment elle se présente en incipit de son ouvrage Madame le maire, chez Fayard en 2022. Aujourd'hui maire, elle ne l'est plus. Elle a démissionné en janvier comme 1100 maires l'an dernier. Elle nous dira pourquoi. Elle pense que tout ce que l'on a fait dans sa vie se révèle un jour utile. Elle se considère comme un symbole malgré elle, et désormais un double symbole. Depuis sa démission de la mairie, elle se voulait une alerte sur la détresse des maires. Elle nous dira si ça a fonctionné. Bonjour Mariko. Bonjour Astrid. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous écouter. Comme chaque samedi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Je le disais en introduction, en 2019, vous êtes ingénieur informatique, vous avez 54 ans et vous décidez de vous présenter à la mairie. Pourquoi ? Pour moi, je voulais vivre une nouvelle expérience. C'est vrai que l'informatique, j'en faisais depuis 40 ans, j'approche la soixantaine, et j'avais envie de vivre autre chose. Donc je me suis dit, je suis consultante pour des grandes entreprises, alors gérer un village, pourquoi pas. Donc voilà, je suis parti comme ça. Je me souviens, c'était une journée où il faisait beau. Je me déplaçais dans le village, on déposait des flyers pour ma compagne. Et là, on s'est dit, pourquoi pas, pourquoi pas. Vous aviez déjà pensé, Mariko, à faire de la politique avant ? Non, honnêtement non. Moi je vois la politique avec beaucoup de méfiance, la politique politicienne. Après tout est politique, tout engagement citoyen est un engagement politique. Ce qu'on achète, ce qu'on consomme est politique. Et déjà être une femme trans et exister et l'affirmer est déjà un geste politique fort. Mais en termes de parti, etc., j'avais pas du tout d'ambition politique. Vous présentez une liste apartisane, pourrait-on dire, mais êtes-vous de gauche ou de droite ? Alors moi, je dis en politique, je suis non-binaire. C'est-à-dire, je veux pas d'étiquette parce que je pense qu'il y a du bon dans tous les partis. Même dans les partis protestataires, il y a peut-être un message à entendre et qu'il faut écouter. Voilà, donc je veux pas qu'on me colle une étiquette. Je peux être considéré peut-être écolo sur certains sujets, social sur d'autres, libéral sur l'économie. Voilà, donc je veux pas rentrer dans un système d'étiquettes. Dans le journal Le Point, en février 2022, vous dénonciez, je cite, « la vacuité intellectuelle et spirituelle de la classe politique et de leur discours ». Ouais, là j'étais fort. Mais oui, je trouve que quand on écoute ce qui se passe à la télé, j'ai l'impression que c'est une cour de récré. Le manque de bon sens, peut-être, à part Monsieur de Villepin qui sort un peu du lot, mais globalement, c'est une foire d'empoigne. C'est le marché des Halles, quoi. Je trouve ça affligeant par rapport aux enjeux qu'il y a, de voir ce qui se passe aujourd'hui dans la classe politique et le bad buzz perpétuel auquel on assiste. Je pense que la France mérite mieux que ça. C'est intéressant que vous citiez Dominique de Villepin. C'est quelqu'un que vous aimeriez voir se présenter en 2027 ? Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Je pense qu'il peut fédérer au-delà justement des étiquettes. Vous avez essayé d'être candidate à la présidentielle, Mariko, en 2022. Vous vous lancez avec un programme, vous avez même une équipe. Ce qui a été le plus difficile, comme Dominique de Villepin d'ailleurs en 2012, c'est de récolter des parrainages. Oui, alors effectivement, je me suis rendu compte que le système était entièrement verrouillé. Alors j'ai bien étudié la question, c'est même antidémocratique. C'est-à-dire que
Le général de Gaulle s'était rendu compte que les partis géraient et qu'il y avait une sclérose de la politique à cause des partis, et il a voulu le suffrage universel, d'où le référendum. Et aujourd'hui, les partis ont repris le contrôle du suffrage universel par le jeu des signatures, puisqu'ils octroient les signatures qu'à ceux qui sont dans le système. Ce qui interdit toute participation citoyenne ou d'une personne de la société civile. Mais c'est verrouillé à tous les moyens, même au niveau du temps de parole. Il est proportionnel à votre représentation à l'Assemblée nationale. Donc, comme vous n'y êtes pas, vous avez 0 temps de parole. Et quand je dis que je me présentais, qu'il voulait aussi être une candidature un petit peu de témoignage et pour dire allez-y, il faut oser, il faut du neuf. En fait, je me suis rendu compte que très rapidement, toutes les portes se sont fermées, puisque les rédac chefs me disaient on ne peut plus te recevoir, voilà, etc. Il n'y a plus de temps de parole. Et j'ai plus de temps de parole, donc on m'a verrouillé. Alors j'ai dit c'est pas grave, je vais passer par les réseaux sociaux. Et en fait, en période électorale, on n'a pas le droit d'utiliser les réseaux sociaux. C'est verrouillé également. Donc on se rend compte que rien n'est possible. Et on m'a fait beaucoup de promesses de signature et à la dernière minute, ces gens n'ont pas tenu leur parole. Donc je comptais pas loin d'une centaine de signatures. Puis en fait, pouf, ça s'est évanoui, quoi. Et j'ai eu des signatures de personnes que je connaissais même pas. Donc bon, j'en ai quand même eu plus que François Hollande, donc l'honneur est sauf. En 2022, vous votez pour qui finalement ? En 2022, je pense que j'ai voté pour M. Macron pour faire un barrage républicain. Oui. Alors, je le disais, vous avez bossé sur des propositions, il y en avait plusieurs, et il y en a une qui m'a marqué, c'est ce que j'appelle la retraite à points, mais façon Marico. Vous voulez que les points de retraite soient, si j'ai bien compris, comptabilisés au sein d'un même foyer, peu importe les personnes du couple qui les ont récoltés, pour qu'ensuite, en cas de divorce, on puisse les répartir équitablement entre les deux personnes. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est vraiment une question de justice et d'égalité homme-femme. On parle souvent des revenus, des salaires. Mais en fait, la plus grande injustice, c'est lors des divorces et lors des retraites. C'est-à-dire que quand une femme s'arrête pour s'occuper des enfants, quelque part, elle ne cotise plus, ou pas beaucoup, et c'est l'homme qui cotise, alors qu'ils sont en communauté de biens, c'est-à-dire que le revenu du couple, c'est la communauté de biens. Donc, il devrait rentrer dans la communauté de biens et en cas de divorce, être partagé. Voilà. Puisqu'au final, c'est un revenu différé qui a été collecté lors de la vie maritale. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Ce qui est étonnant, c'est que ce soit étonnant. Voilà. Donc, c'est une situation qui devrait être dans la normalité, puisque les gens ne votent pas pour une personne, mais pour un programme, pour d'abord une équipe. Moi, mon rêve, ce serait qu'on arrive à démontrer que des citoyens pleins de bonne volonté arrivent à faire des choses parfois qu'un gouvernement tout en haut n'arrive pas à faire. Voilà. Et peut-être être exemplaire et montrer que si tous les petits villages recréent de l'économie, du social, de l'environnemental, l'effet colibri, quoi, bien connu des écologistes. Mais voilà, si on arrive à démontrer ça, oui, ce serait une belle victoire pour moi. C'est votre voix qu'on entend, Marico, une réaction recueillie à l'époque par l'AFP le 25 mai 2020. C'est le jour de votre victoire. Vous venez de remporter la mairie dès le premier tour avec 68,43% des voix. Vous vous y attendiez ? Oui, je m'y attendais parce qu'on avait fait un travail de porte-à-porte, ce que peut pas faire dans une grande ville, mais ce qu'on peut faire dans une petite commune. Et il y avait une envie de changement. Donc, il faut être très clair, les gens ne se bousculent pas pour être maire dans les villages ruraux. Donc oui, je savais que c'était tout à fait possible. Donc voilà, j'étais assez confiante. Elle a été dure quand même, cette campagne. Vous avez eu des phrases comme « quelqu'un comme vous devrait rester caché ». Oui, mais bon, voilà, c'est pas de la méchanceté, c'est de la bêtise en fait. Je suis assez stoïque par rapport à ce genre de choses. Je pense que les gens sont ignorants. Voilà, sont juste ignorants. Souvent, ils sont pas méchants, ils savent pas en fait. Le jour du dépouillement, vous êtes dans un des bureaux de vote de ce village et vous regardez les bulletins se dépouiller devant vos yeux et vous voyez parfois votre nom barré. Vous vous dites, est-ce que c'est en raison de qui je suis ? Et puis finalement, vous voyez que d'autres noms sont barrés. C'est ce que vous racontez dans votre livre « Madame le maire ». Oui, effectivement, je me suis retrouvé. Alors, c'est une liste de candidatures groupées. Donc, on peut barrer effectivement des noms. Donc, je n'ai pas été barré plus que d'autres. Voilà. Donc, j'étais en milieu du classement.
Voilà, donc il n'y avait pas de phénomène transphobe ou transphile, hein, parce qu'il y en a qui m'ont dit: «Tu es élu parce que tu es trans». Bah, si ça permettait d'être élu, ça se saurait. Donc voilà, on était dans une normalité. Votre élection suscite un intérêt national, tous les médias débarquent au village et vous recevez des félicitations de toute la planète. Oui, effectivement, ça m'a beaucoup, surprise de ce battage médiatique, comme si c'était quelque chose, d'extraordinaire. Donc oui, ça m'a un peu surprise, amusée et puis ça m'a fait plaisir, hein, parce que oui, c'est moins désagréable, hein, qu'un coup de pied au cul. Donc oui, c'était assez surprenant et venant d'horizons très variés. Je me souviens de personnes âgées, de personnes qui n'étaient pas des personnes LGBT, hein, de monsieur et madame tout le monde qui m'envoyaient des messages en précisant, «Je suis pas LGBT, mais bravo» et cetera. Donc c'est ça qui était super positif. Quand vous dites des félicitations de toute la planète, ça veut dire de dirigeants internationaux? Non, non, Marlène Schiappa à l'époque qui était, ministre en oui, charge oui, oui, effectivement, de donc l'égalité et de la lutte contre la discrimination, avait fait un tweet pour dire que vous étiez un symbole. D'ailleurs, vous n'aimez pas trop ce mot symbole justement, vous? non, oui, c'est symbole, malgré moi, j'ai pas cherché à être exposé, comme ça. Bon, maintenant, c'est un symbole positif, donc tant mieux. Alors vous êtes élu, vous arrivez, dans la mairie qui est une maison en briques rouges au toit pentu, si, classique dans le nord de la France et puis vous voulez déposer vos affaires dans votre bureau et là, pas d'ordinateur. Oui, alors ça a été ma grande surprise parce que moi j'ai travaillé pour un opérateur, en Belgique, ma dernière mission, où tout est dématérialisé, c'est du Flexdesk, tout est, il y a plus de papier en fait, hein, comme je dis, il y a bien une imprimante dans un coin, c'est pour faire la fichette, toilette hors service quand c'est nécessaire, mais c'est tout. Heu je suis arrivé là, j'ai vu des piles de cartons, des dossiers, des papiers, j'ai halluciné, je me suis senti revenir 25 ans ou 30 ans en arrière. Et là, je me suis dit: «Quand même, il y a du travail». Vous vous êtes dit: «Ça va être dur»? Non, non, parce que, vous savez, quand vous arrivez dans une entreprise, que vous êtes consultante, vous savez jamais ce que vous allez trouver. Donc il faut d'abord être à l'écoute, être d'abord dans l'analyse et ensuite, agir. Donc voilà, j'attendais de voir, ce qui allait se passer et les difficultés, oui, il y en a eu, un petit peu de tout azimut, hein, mais bon, il y a pas de problème, il y a que des solutions. Donc avec un peu de bonne volonté, on peut s'en sortir. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement d'être maire de Thilloy-les-Marchiennes? Très concrètement, bah, c'est, 10 heures de travail par jour, 7 jours sur 7, assurer la permanence de la mairie pendant les congés. Donc, vous vivez pour et par la mairie et c'est avec abnégation parce que vous n'avez pas le choix, hein. Parce qu'aujourd'hui, les habitants, je dis, sont de moins en moins citoyens, de plus en plus consommateurs. Ils veulent tout très vite, c'est la société qui veut ça aujourd'hui, et donc c'est difficile. Hein, vous n'avez pas d'équipe d'astreinte, vous n'avez pas de dépannage, vous n'avez pas de matériel et quand il y a une urgence, vous êtes tenu, d'agir. Voilà. Donc effectivement, c'est un stress permanent, souvent un stress positif, mais parfois, aussi un stress, négatif. Pourquoi vous démissionnez en janvier dernier? Alors j'ai démissionné de manière, la plus simple, c'est que j'avais plus la majorité au conseil municipal, donc ça me laissait juste traiter les affaires courantes pendant un an. Donc je lui ai dit: «Je vais pas perdre un an de ma vie à gérer les affaires courantes, je veux pas perdre mon temps là-dessus». Bon, sachant que j'avais pas l'intention de me représenter puisque, j'arrive l'année prochaine à 61 ans, donc je me suis dit: «Bon, voilà, j'ai envie de vivre autre chose, de profiter un peu de la vie». Donc j'avais pas l'intention de repartir pour 6 ans, ça m'aurait ramené à 66-67 ans, non, franchement, donc je me suis dit: «Pourquoi attendre?» Et vu le climat particulièrement toxique de harcèlement que je subissais, moi, mes conseillers et puis l'ambiance qui a été créée par quelques personnes dans le village, bon, je me suis dit: «C'est complètement mortifère, j'ai plus d'enjeu, les gens se mobilisent pas». Bon, c'est tout, voilà, donc faut mieux, partir faire autre chose et donc je suis parti sur mes projets personnels. Oui, parce que dans votre tweet de démission qui est très long, vous citez 7 Oui, tout à fait. raisons, pour lesquelles vous démissionnez. Vous venez de nous en donner, une, à l'instant, mais vous parlez, également, c'est très mélangé. Je trouve que c'est très à l'image, en fait, de ce qu'on entend sur tous ces maires qui Mmh. démissionnent, comme un grand ras-le-bol et que tout se Alors mélange. oui, alors il y a d'abord le statut du maire, c'est-à-dire, c'est pas un travail, c'est un mandat.
Donc le statut du maire, c'est que après, vous n'avez pas de chômage, vous n'avez pas de retraite, vous devez cotiser. Donc moi, mes indemnités ont servi à financer un fonds PEL pour pas perdre trop sur la retraite. Donc déjà, le statut du maire, il est complètement injuste par rapport à la charge de travail. Pour moi, ça a été diviser mes revenus par 10. Donc c'est un sacrifice financier, c'est un sacrifice social. Le statut du maire, il est quand même pas avantageux. France Culture, Sens Politique, Astrid de Vilaine. Bonjour Catherine Vautrin. Bonjour Hélène de Villers. La maire de Pibrac près de Toulouse, le maire de la Grès-Saint-Laurent dans le Morbihan, la maire de Cabanac et Villagrain en Gironde, le maire de Villeréal à côté de Bergerac, celle de Châtenois-les-Forges en territoire de Belfort ne sont pas venus ce matin à Paris. Ils manquent à l'appel du 106e congrès de l'Association des maires de France. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non. Eh bien parce qu'ils ont démissionné ces derniers mois et même ces dernières semaines. Décision déchirante, j'ai lu chacune de leurs lettres. Ils parlent de santé mentale qui dévisse, d'alerte cardiaque, de prise de poids excessive, de sommeil qui fout le camp. Ces femmes et ces hommes se sont littéralement écroulés. Qu'allez-vous faire pour eux ? Bien, c'est un sujet extrêmement important. Le premier, c'est évidemment de les accompagner. Moi, j'étais pas plus tard que samedi matin au congrès des maires de la Marne. Oui. Et j'échangeais avec les maires et effectivement, un certain nombre de maires expliquaient le poids de leurs responsabilités. Et ce poids des responsabilités, il est lié bien évidemment au sujet financier, mais il est aussi lié à l'attitude d'un certain nombre de nos concitoyens qui viennent... C'est-à-dire les menaces, les menaces, le ton sur lequel on parle, voire les agressions. La ministre Catherine Vautrin sur France Inter le 19 novembre 2024 face à Sonia De Villers. Quand vous entendez ça, Mariko, est-ce que ça vous parle ? Alors, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, dans le sens, effectivement, il y a un manque de moyens, donc la charge des communes augmente, puis les obligations augmentent, donc ça se traduit toujours quelque part par de l'argent à dépenser. Les dotations, les revenus baissent, donc il y a un effet ciseau qui fait que ça devient de plus en plus intenable. Donc c'est vrai que ça, c'est un stress. Donc on a une obligation de résultat, mais on n'a pas d'obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens par rapport aux obligations qu'on nous impose. Donc ça, c'est vrai. Mais peu importe les problèmes financiers, peu importe les problèmes techniques, il y a toujours des solutions. On peut remonter les manches, on peut y aller. Le souci, c'est que les gens ne sont plus du tout dans une attitude constructive. C'est-à-dire aujourd'hui, ils sont dans une attitude extrêmement agressive. On ne vient pas voir un maire en disant « voilà, j'ai un problème, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ils viennent simplement décharger leur frustration de la vie, leur agressivité. Ils vous crient dessus. Voilà. Ils vous font des esclandres alors que vous n'êtes même pas au courant de la raison. Et voilà, vous êtes une espèce de défouloir, de punching ball pour certaines personnes qui sont dans l'incivilité totale vis-à-vis du maire ou même de la personne qui est maire, quoi. Vous êtes très nombreux à raconter exactement ça. Je pourrais citer aussi le livre qui vient de sortir, Maire le grand gâchis, d'une de vos anciennes homologues, Camille Pouponneau, qui a démissionné aussi à 35 ans dans le sud de la France. Pourquoi les gens sont dans cet état, à votre avis, Mariko ? Alors, il y a un contexte général. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu le chaos au niveau mondial. On le ressent aussi au niveau local. Il y a une frustration des gens. Et en fait, ils ne comprennent pas que la commune, ça veut dire ce qu'on a en commun. C'est comme une copropriété. C'est quelque chose qui nous appartient. Ils voient simplement le maire comme le représentant de l'État. Et donc, tous les rancœurs, les choses, ça vient se décharger sur le maire, quoi. Et ils ne cherchent pas à comprendre. On râle. Alors je vais vous citer un exemple d'une personne. Il y a eu une erreur de communication à l'école sur les horaires de garderie. La personne a débarqué furieuse à 18h30 à la mairie qui était déjà fermée. Donc elle a envoyé un SMS que je n'ai pas vu, qui est parti dans la soirée. Moi, à cette heure-là, je suis soit sous la douche, soit devant la télé. Enfin, au bout d'un moment, on arrête quand même. Et comme on ne lui a pas répondu dans la nuit, la personne est venue agresser la secrétaire de mairie le lendemain à 9h. Avant que je ne sois au courant de son intervention. Donc là, c'est des situations comme ça que l'on vit. Et on devient un peu thérapeute, en fait, quelque part. On est là pour encaisser le mal-vivre. Je me souviens d'une personne extrêmement agressive parce qu'il y avait une incivilité routière. Mais je lui ai dit, mais monsieur, la manière dont vous exprimez, vous êtes vous-même dans l'incivilité. Vous n'êtes pas obligé de crier sur les gens pour expliquer que vous avez un problème. Et ça, malheureusement, c'est ce que beaucoup de maires vivent. Alors, les maires locaux, parce que les maires dans les grandes communes, il y a des filtres.
Ouais, avant d'avoir rendez-vous, c'est plus compliqué. Dans les maires ruraux, on les connaît, on sait où ils habitent, on peut les trouver facilement. Catherine Vautrin, qu'on vient d'entendre et qui voulait porter ce texte sur le statut de l'élu, qui avait déjà été interrompu par la dissolution en juin dernier, aujourd'hui a quitté son ministère. Ce sont 2 autres ministres qui ont pris sa place, François Rebsamen et Françoise Gatel, qu'on entend peu. En tout cas, ils nous ont confirmé qu'il y aurait bien cette loi au mois de mai. Qu'en attendez-vous, Marico ? Moi, je trouve que ça ne va pas au fond des choses, en fait. Pour moi, le gros problème, c'est la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les incivilités ne sont pas sanctionnées. On considère que c'est de la liberté d'expression. Moi, on m'a dit, tu vas voir, tu vas chialer, tu vas faire tes valises, tu vas voir ce qui va t'arriver au conseil. Voilà ce genre de propos que j'entends. Et c'est pas sanctionné. Mais vous aviez porté plainte ? Oui, ça ne donne pas d'effet, quoi. Ça n'a pas abouti. Donc, j'ai déposé 3 plaintes. La 3e, j'ai fini par laisser tomber et j'étais condamné à payer les dépens parce que je n'ai pas poursuivi la procédure. Donc, le paradoxe, c'est que moi, j'étais condamné à payer les dépenses alors que je considérais que de toute façon, je n'aurais pas gain de cause parce que la justice, le parquet, ne veut pas donner gain de cause à ces trucs-là. Et vous voyez un petit peu les plaintes qui aboutissent en termes de diffamation, calomnie ou autre, c'est complètement marginal. Donc aujourd'hui, le gros problème, c'est la justice. On devrait sanctionner durement des propos. Ce n'est pas la démocratie. La diffamation, les insultes, les fake news, ce n'est pas la démocratie. C'est le contraire de la démocratie. Et on tolère ça. Et il n'y a pas que les maires, il y a les médecins, les professeurs, etc. Donc il faut être plus strict sur la justice. Alors c'est même extrêmement vicieux, c'est que le gouvernement a bien conscience de ça. Il dit il faut porter plainte, n'hésitez pas. Mais quand vous portez plainte, comme il n'y a pas de suite, ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu parce que la personne qui est informée qu'il y a une plainte contre elle, je peux vous dire qu'elle ne vous fait plus de cadeaux. Donc c'est même catastrophique ce comportement. Donc dans ce texte qui doit arriver mi-mai au Sénat, il propose une amélioration de l'indemnisation des élus. Vous en parliez juste avant qu'on entende Catherine Vautrin. Vous, est-ce que vous pouvez nous dire combien vous gagnez en tant que maire de Tillebois-les-Marchiennes ? Alors précisément, c'est de l'ordre de 1 200 € l'indemnité pour un village. Et vous ne pouviez pas travailler en plus parce que c'est ce que font beaucoup de maires ruraux. J'avais prévu de travailler à mi-temps. Quand on est consultant, ça va très bien, on n'est pas obligé d'être à plein temps. Donc je considérais travailler pour la commune 2 jours par semaine, mais je me suis rendu compte que vu l'état de la commune, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc comme j'avais pris un engagement vis-à-vis des habitants, je voulais pas me mettre dans une situation, donc je me suis donné les moyens de réussir. Voilà, donc moi, j'avais pas prévu d'être à plein temps, mais c'est plus qu'un plein temps, c'est un 150% en ETP, quoi. Vous m'avez dit en préparant l'émission que vous étiez presque favorable, et c'est assez osé au pays des 36 000 communes, de supprimer l'échelon du maire pour certains villages. Oui, tout à fait. En fait, le constat, il est clair, c'est que les Français sont très attachés au village. Donc l'État ne veut pas y toucher. Mais en même temps, on se rend compte que la majorité des petits villages ne sont plus viables financièrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des charges de structure. Moi, je vais prendre l'exemple de ma commune. Donc c'est un budget à 300 000 €. Avec ça, je dois faire des routes, gérer une école, payer le personnel communal. Voilà. Donc, c'est pas possible. Une fois que vous avez payé les charges fixes, incompressibles, c'est-à-dire les cotisations au syndicat, etc., l'interco, etc., vous avez déjà 50% qui est parti. Après, vous enlevez les charges eau, électricité, télécom, etc. Il me reste à la fin de l'année 20 000 € pour l'investissement. Ah. Donc, c'est pas possible. Donc, et je me suis rendu compte qu'en fait, l'essentiel des tâches de la mairie était déjà sous-traité à l'interco. Donc en fait, les petites mairies deviennent des boîtes vides. En fait, on gère quoi 3 mariages dans l'année. Il n'y a plus de décès, il n'y a pas de naissance, puisque les gens naissent et meurent à l'extérieur du village. Donc au niveau état civil, c'est pratiquement rien. On gère une école de 2 classes, 40 élèves. Le reste, c'est du fonctionnement de mairie pour fonctionner. Mais on ne fait plus rien d'autre. Donc en fait, déjà, je me suis dit, mais ça n'a plus de sens. Donc pour moi, il faut garder la structure village, mais il faut que ce soit des communes rattachées à une commune qui va gérer la paye, les finances, les budgets, mais ça n'a plus de sens. Donc moi, je prône plutôt effectivement un regroupement des communes ou simplement supprimer un échelon et que les communes deviennent juste des communes de proximité avec juste un service de proximité à assurer. Puisqu'au final, ce qu'on voit apparaître progressivement, puisque comme on ne sait pas faire, on sous-traite tout à l'interco. Donc ça devient plus qu'un guichet unique. Est-ce que vous conservez quand même des bons souvenirs de ce mandat, même si vous n'êtes pas allé au bout ? Je le disais en introduction, vous écrivez dans votre livre
publié chez Fayard en 2022, Madame le maire. Je pense que tout ce que l'on a fait dans sa vie se révèle un jour utile. Oui, tout à fait. Je crois beaucoup à la destinée. Je pense que ce qui compte dans la vie, c'est pas d'avoir un but, c'est de faire un beau voyage, d'avoir des belles expériences et qu'il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Donc moi, j'ai une vision très positive de la vie, de saisir les opportunités, d'être opportuniste, mais pas dans un sens négatif, c'est-à-dire quand il y a une opportunité dans la vie, je dis maintenant, je dis pourquoi pas, allons-y, n'ayons pas peur. Donc voilà, je me dis, je suis passé par là, j'ai eu des choses extrêmement intéressantes. J'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais pensé rencontrer. J'ai vécu des choses voilà, qui j'aurais jamais imaginé. Donc pour moi, c'est extrêmement positif à titre personnel. Après, on a bien bossé, on a redressé la commune, on l'a modernisé, on a mis en place de l'informatique. Maintenant, il y a un PC sur le bureau du maire. Donc je ne rougis pas du bilan de la commune. En 2020, 106 communes n'avaient pas de candidats aux élections. Est-ce que vous pensez que ce sera plus ou moins en 2026 ? Alors je pense qu'il y en aura encore moins. Parce qu'il y a aussi la réforme des retraites. Enfin, encore plus, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, moi, je me suis trouvé aussi dans la situation avec la réforme de retraite, et je le dis aussi, c'est que, étant obligé de travailler 5 ans de plus, sachant que la retraite en étant maire, c'est pas grand-chose, je suis quasiment obligé de reprendre une activité professionnelle. Donc, au bout d'un moment, le sacerdoce, ça suffit. Il faut savoir que beaucoup de maires dans les villages ruraux sont soit des gens qui ne travaillent pas, ou qui travaillent à mi-temps, soit beaucoup de retraités ou de pré-retraités. Donc, vous regardez chez les maires ruraux, il y a énormément de personnes qui sont retraitées. Donc en décalant l'âge de la retraite, ça veut dire qu'ils veulent être maires à 60 ans, mais ils ne le seront peut-être plus à 70. Surtout que le mandat, je ne sais pas si vous avez vu passer ça dans l'actualité, pourrait être allongé d'1 an en raison d'autres élections qui vont se produire en 2032 à la fin du mandat des maires. Donc oui, ça va être compliqué, quoi. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il ne se passera rien, en fait. Voilà, c'est-à-dire que, en gros, quand vous gérez une commune, si vous gérez les affaires courantes, ça va, mais si vous faites de l'investissement, la première année, vous faites l'étude, la deuxième année, vous cherchez le financement et vous réalisez après, donc c'est 2 à 3 ans. Donc attendre 1 an de plus, ça veut dire que les communes attendront. Pouvez-vous nous donner, Mariko, un exemple de la déconnexion qu'on décrit souvent entre Paris et la province qui vous a frappé dans votre vie à Tilloy-les-Marchiennes en tant que maire ou en tant que citoyenne ? Par exemple, on m'a forcé à prendre un référent en déontologie. C'est vraiment la dernière de mes préoccupations dans le village, quoi. Donc voilà, je dois avoir un référent en déontologie, je dois lui fournir un bureau. Donc à part donner le mien, je ne vois pas lequel je peux lui donner. Donc j'ai mutualisé ça, donc je paye une cotisation à l'intercommunalité pour un référent. Voilà, genre de truc qui n'a pas de sens. On m'a demandé dernièrement aussi de faire des tests radon. Alors radon, c'est un gaz radioactif qu'on trouve surtout dans les massifs style Morvan, Massif Central, des choses comme ça. Dans le Nord, la pollution au radon, c'est surtout dans les caves. On n'a pas de cave, on est en zone inondable, donc il n'y a pas de cave. Voilà, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Parfois, je me dis, mais... Et on l'a vu pendant le Covid, où le gouvernement a été extrêmement défaillant à prendre en charge le Covid. Les maires, ils l'ont pris. Où tous les jours, j'avais des gens dans mon bureau en disant, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? Et je leur disais, on va faire ci, on va faire ça. Et puis, 2 jours après, 3 jours après, rétropédalage, et ils disaient ce que j'allais faire. Par exemple, dire l'obligation de mettre les enfants à l'école. Je dis non, les parents sont responsables de la sécurité des enfants devant la loi. C'est l'obligation de secours. S'ils estiment qu'il y a un danger pour leurs enfants, rien ne pourra les obliger. C'est pas un juge qui va condamner un parent mettant en sécurité son enfant. Ah bon. Je dis, le gouvernement peut dire ce qu'il veut, vous n'êtes pas obligé. Après, il dit, oui, mais les fonctionnaires seront obligés d'assurer les cours. Non, ils ont l'obligation de retrait. Enfin, ils ont le droit de retrait. Le droit de retrait. Donc, s'ils estiment que leur vie est en danger, donc au final, le gouvernement peut dire c'est obligatoire, ça ne le sera pas dans les faits. Ah bon, puis 2-3 jours après, rétropédalage. Donc en fait, on sont déconnectés vraiment de la réalité du terrain. Et ça, sur plein de sujets. On dit souvent que le maire, c'est l'élu préféré des Français, pourtant qui sont en première ligne. On l'a vu notamment pendant le Covid. Votre élection, elle se déroule en plein Covid, au mois de mars 2020. Vous êtes inquiète, Mariko, pour l'état du pays et son avenir ? Oui, moi je suis inquiète parce qu'en fait aujourd'hui nous sommes une démocratie et une démocratie c'est le moins pire des systèmes. En fait faut savoir qu'il ne fonctionne qu'à la condition où il y a un contrat social entre les habitants et les élites, entre les citoyens et les élites. Aujourd'hui, ce lien de confiance, il est cassé. C'est pour ça qu'on voit apparaître du populisme. Et après le populisme, c'est le fascisme. Donc oui, je suis inquiète parce que la déconnexion de nos élites
avec le peuple. On l'a ressenti à travers les Gilets jaunes et aujourd'hui, on assiste à ce populisme qui se développe en Angleterre, aux États-Unis et maintenant en France. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Ont peur et n'ont plus confiance dans les élites qui passent leur temps à faire de l'évasion fiscale, à piquer dans la caisse, les procès s'enchaînent, on a un président de la République avec un bracelet, Un ancien. oui, un ancien, bon, mais je crois qu'il a toujours le titre. Les gens ils disent mais c'est quoi ça? C'est quoi des notes de taxi à 40 000 €, des déplacements à l'autre bout de la planète, ils se disent mais c'est quoi ces gens-là? Donc là, il y a une perte de confiance et le contrat démocratique, c'est de dire nous avons toujours une chance de réussir, nous avons une chance d'avoir l'ascenseur social, d'avoir notre petit chez nous, de pouvoir avoir une voiture, d'emmener les enfants au McDo, d'aller au ciné. Enfin, ce contrat social-là, il a été brisé. Aujourd'hui, on vous dit, faut plus aller, il n'y a plus de terrain constructif, vous pouvez plus vous loger. C'est 3 heures de bouchon dans la semaine et puis le carburant, il augmente. Donc, cette liberté, vous ne l'avez plus. Vos chances s'amenuisent. On vous dit de travailler de plus en plus tard, alors qu'on sait très bien qu'à 62 ans, la santé se dégrade. On réduit les retraites, on réduit le chômage. Et en fait, les gens, ils disent, mais on est les dindons de la farce. Donc, cette perte de confiance met en péril notre système démocratique. Il faut vraiment que ce petit monde clos qui est à la tête du pouvoir, tout parti confondu, arrive à comprendre qu'ils sont dans une bulle et que ce n'est pas la réalité qui vivent les gens. Il y a encore des politiques qui me disent « mais on ne comprend pas la montée du RN ». Je dis « moi, je la comprends très bien. Allez parler aux gens. Vous comprendrez pourquoi ». Donc c'est, par exemple, la mondialisation pour le peuple, c'est des fermetures d'usines, c'est du chômage. La mondialisation pour les élites, c'est s'acheter une BM, un écran plat Samsung et avoir un iPhone et passer ses vacances en Thaïlande. La mondialisation pour le peuple, c'est pas ça. C'est perdre son travail, c'est galérer, c'est de plus avoir d'avenir, de dire voilà, c'est ça, ils comprennent pas. Ils sont déconnectés. On a eu beaucoup de questions pour vous sur Instagram, beaucoup d'encouragements également, et j'ai choisi celle-ci de Léna. N'avez-vous pas peur que votre démission donne raison aux personnes transphobes? De toute façon, les personnes transphobes, quoi qu'on fasse, ils vont trouver des arguments. Voilà, vous faites blanc, ils vont dire « Ah, vous avez vu, il n'a pas fait noir ». Vous faites noir, ils vont dire « Ah, vous avez vu, il n'a pas fait blanc ». Donc, non, je pense que j'ai un très bon bilan sur la commune. Voilà, je pense que c'est important. Maintenant, au contraire, c'est très démocratique. Vu que je n'ai plus de marge de manœuvre sur la commune, faut savoir aussi se démettre qu'on n'en peut plus rien faire, quoi. Ça devrait donner des exemples à beaucoup de politiques, je pense. Yuan qui nous a écrit en Bretagne une deuxième. Comment avez-vous vécu le fait que l'on parle de vous et de votre fonction de maire uniquement à travers votre transidentité? Alors c'est un paradoxe parce qu'effectivement c'est parfois agaçant, mais en même temps ça m'a donné la possibilité de parler. Donc je ne peux pas cracher dans la soupe en disant c'est pas bien, c'est pas bien. Ça m'a permis d'avoir une voix singulière que beaucoup rêveraient d'avoir, qui agace même certaines personnes. Donc voilà, donc c'est un peu paradoxal. Oui, ça m'énerve d'être amené à ça parce que j'ai tellement de choses intéressantes à dire sur l'écologie, l'énergie, l'informatique, le numérique, pourquoi pas l'IA. Et on me pose toujours des questions sur la transidentité. Bon, ok, c'est tout, c'est le jeu qui est comme ça. Je regrette de ne pas pouvoir être écouté pour autre chose que ça. Et c'est aussi pour ça que ma démission servait aussi un peu un effet de com, de dire au moins que ça serve pour faire comprendre, que ma notoriété serve à faire comprendre ce qu'on vit en tant que maire. Parce que j'ai lu les témoignages de maires, surtout des mères femmes, ce qu'elles se prenaient dans la gueule, mais c'était violent, quoi. Et donc je comprends les démissions. Je dis, mais c'est vraiment ce que je vis également. Je pense que les femmes encaissent encore plus que les hommes. C'est encore plus violent. Et ça, j'en suis convaincu, quoi. Donc voilà, j'ai voulu utiliser ça aussi pour faire passer peut-être un message supplémentaire. En même temps, vous en parlez très librement de votre transition, de cette transidentité dans ce livre Madame le maire. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous en parle. Vous racontez les agressions que vous avez pu vivre. Je pense que la sincérité et la transparence dégonflent
dégonfle les conflits. En fait, si vous êtes à l'aise, les gens sont à l'aise. Si vous êtes gêné, les gens sont gênés. Et je pense que c'est... Si vous dites les choses simplement, les gens disent « Ah, ok, c'est que ça. Ah, bon », puis ils passent à autre chose. Mais si vous êtes gêné, que vous cachez, ben, vous créez du bad buzz quelque part. Donc, disons les choses tout simplement. Il n'y a pas de honte à être trans, au contraire. Moi, je me suis toujours demandé, je crois que je le dis dans le livre, je ne sais plus si c'était une bénédiction ou une malédiction, parce que c'est quand même... vous en prenez plein la tête, mais en même temps, vous vivez une expérience de vie qui est assez exceptionnelle. Vous êtes de deux mondes, en fait. Hein. C'est vachement intéressant, quand même. Sens politique, l'archive de l'invité. La décision unanime de cette Cour est que les termes « femme » et « sexe » dans la loi sur l'égalité de 2010 se réfèrent à une femme biologique et à un sexe biologique. Mais nous déconseillons de lire ce jugement comme un triomphe d'un ou plusieurs groupes de notre société au détriment d'un autre. Patrick Stewart Hodge, vice-président de la Cour suprême britannique le 16 avril dernier. Pourquoi cet extrait, Mariko ? Alors parce que déjà, ça fait beaucoup de bruit dans la communauté trans au niveau international, parce que c'est une décision qui est utilisée politiquement. Alors elle est problématique. Elle est problématique d'abord parce que c'est quand même un collège de vieux lords en perruque qui, au final, décide de ce que c'est qu'une femme. Et dont le président de la Cour fait partie d'une commission de l'Église écossaise, commission LGBT qui, je pense, ne doit pas aller vers une ouverture pour les personnes LGBT. Donc déjà, c'est problématique, surtout qu'aucune personne trans n'a été entendue. Donc déjà, je me dis, ça bloque. Après, je ne vais pas leur faire un procès de malhonnêteté, je pense pas. Je pense qu'ils ont voulu couper la poire en deux en disant, bon, femme, c'est biologique, mais il faut respecter les personnes trans et pas les discriminer. Mais sa décision va permettre de discriminer. C'est complètement chaotique et c'est d'autant plus... surprenant que j'ai voulu regarder donc j'ai réussi à avoir le résultat de la Cour. Je pensais une dizaine de pages, c'est 88 pages pour expliquer la décision. Alors si c'était si évident que ça, 88 pages de motivation pour expliquer ce que c'est. Pour bien comprendre, la décision qu'on vient d'entendre, c'est qu'une femme trans ne peut légalement être considérée comme une femme outre-Manche. Voilà, c'est-à-dire que dans les tests, quand vous faites homo-femme, c'est toujours une femme d'ordre biologique. Alors c'est quoi une femme biologique ? Les femmes trans, elles ne sont pas en plastique, elles ne sont pas en électronique. Donc c'est quoi une femme biologique ? Donc il réfère à un sexe biologique. Alors implicitement, ça veut dire qu'il reconnaît l'existence du genre. Donc en gros, c'est dire, voilà, une femme, c'est refaire au sexe biologique. Alors le premier problème qu'il y a dedans, c'est de réduire la femme à sa biologie. Je pense qu'il y a longtemps qu'on a essayé de dépasser ça. Donc là, une femme, c'est une femelle qui se reproduit. Voilà, en gros, c'est ça. Si vous êtes une femelle qui se reproduit, vous êtes une femme. Donc je pense que les femmes ont envie d'être des êtres humains avant tout. Le deuxième problème, c'est qu'il ne définit pas ce que c'est que le sexe. Et si la reproduction sexuée est bien binaire, la sexuation ne l'est pas. On a 27 cas de sexuation différents. Pour être très clair, cette décision, elle arrive aussi et c'est les débats qu'on a aussi en France, savoir ce qu'on fait dans les prisons, dans les compétitions sportives. C'est pour ça que ça va être instrumentalisé très rapidement. D'ailleurs, ça l'est déjà, puisque la police de Londres a déjà dit que maintenant les fouilles des femmes trans se feraient par des hommes. C'est extrêmement problématique. Pourquoi ? Comment ils vont déterminer que c'est une femme trans ? C'est-à-dire qu'ils viennent de dire, dès qu'il y a une suspicion, dès qu'une femme sera en jean ou qu'elle sera un peu masculine ou les cheveux courts, elle va se faire plotter par un agent de police. C'est problématique. Tout à l'heure, Mariko, vous parliez d'une gêne sur cette question-là. Est-ce que c'est aussi parce qu'il a fallu attendre 2022 pour que l'Organisation mondiale de la santé adopte une nouvelle version de sa classification internationale des maladies qui classait autrefois la transidentité comme une pathologie mentale ? Alors oui, tout à fait. Donc les choses évoluent, c'est-à-dire que depuis 20 ans, 30 ans, on voit les choses qui évoluent. Elles évoluent plutôt dans le bon sens, contrairement au bad buzz qu'on voit. Moi, je suis quand même plutôt confiante sur le fond, puisque c'est bien les médecins, les personnels sociaux qui ont pris en charge le suivi de la transidentité. Et c'est là que ça devrait être. Ça ne devrait pas être un débat politique. Aujourd'hui, la transidentité est utilisée pour une fin politique. On l'a vu avec Trump qui a dépensé 70 millions de dollars pour faire des pubs transphobes et on fait circuler des fake news, des fausses informations qui ne sont pas du tout la réalité. Donc ça, c'est grave parce que ce soit, je prends l'exemple du sport,
dans le sport, ils n'ont pas réussi à déterminer ce que c'était qu'une femme biologique. Justement. Parce qu'il y a plusieurs aussi étapes de transition, ce qu'on ne sait pas toujours. Parce qu'il y a des intersexes, il y a des femmes hyperandrogènes, etc. Donc, ils n'ont pas réussi à définir un critère strict là-dessus. Vous parliez de Donald Trump à l'instant, et j'aimerais beaucoup avoir votre regard sur ce qui s'est passé avec Elon Musk et sa fille. Ils sont en conflit ouvert, notamment parce qu'elle a fait sa transition. Le milliardaire américain a déclaré « Mon fils est mort tué par le virus de la culture woke ». Elle réplique sur les réseaux sociaux en disant par exemple « J'ai l'air sacrément en forme pour quelqu'un de mort ». Ah oui, bon, Elon Musk, on sait un peu ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Il est fou, ce type. C'est un fou furieux, quoi. Moi, je plains. Alors, vous avez vu le nom de ses enfants. Enfin, déjà, faut les porter, les noms. Hein. On voit bien qu'il y a un code derrière tout ça. Je me souviens plus des noms, mais il y en a un, c'est le nom d'un consul de Sparte, hein, qui est quand même une cité qui était plutôt dans le fascisme. Hein, Elle accuse d'ailleurs sa fille, Elon Musk, d'avoir eu recours à la FIV sélective qui est légale aux États-Unis pour avoir un garçon. Lui ne le confirme pas, hein, mais c'est ce qu'elle dit. Donc moi, je plains sa fille d'avoir un père comme ça, quoi. Donc, je pense qu'elle a réussi à s'éloigner pour se protéger. Comment avez-vous réagi à la mort du pape François lundi dernier ? Avec inquiétude. Bon, d'abord, mes condoléances à tous les catholiques. Hein. Je pense que c'était un pape qui était aimé. Alors, pas tout le monde, les intégristes ne l'aimaient pas parce que c'était un pape réformateur. Il a poursuivi les réformes qui avaient été déjà engagées depuis longtemps. Mais aujourd'hui, le Vatican est clairement quelque chose qui est un État corrompu. Donc, quel va être l'avenir de l'Église ? Je pense que c'est problématique. Voilà, je pose des questions. Est-ce qu'on va revenir à de l'intégrisme catholique qui a le vent en poupe, ou est-ce que les réformes vont continuer pour que ça devienne non plus l'Église catholique romaine, mais l'Église catholique du peuple ? Ce serait bien. Que vous ont appris les évangiles apocryphes ? Beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'il faut préciser, c'est les évangiles qui ne sont pas reprises dans le droit canon, voilà, qui ne sont pas reconnus par l'Église. Qui ne sont pas officiels. Qui ne sont pas officiels et qui ont été effacés, érasés. C'était une cancel culture bien avant l'âge de l'Église catholique. Et c'est en recherchant dans les textes religieux, notamment les textes canoniques, pourquoi certains justifiaient leur homophobie. Et je me suis rendu compte que c'était juste une interprétation de personnes homophobes, que je me suis ensuite retourné vers les textes apocryphes qui avaient un enseignement spirituel extrêmement intéressant, qui avait été effacé par l'Église romaine, qui voulait une Église catholique, c'est-à-dire universelle, romaine, c'est-à-dire une théocratie. Merci Mariko d'être venue dans Sens Politique. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.